Venu à la porte de Versailles sur le salon Event. Comme vous l'avez certainement lu, on inaugure tout de suite avec une conférence sur les traiteurs une série de tables rondes qui a pour terme la transformation de l'événement, avec les événements récents abominables. C'est clair que les acteurs de ce marché et l'événementiel en lui-même a des valeurs profondes qu'il faut réitérer, rappeler. N'oublions jamais que ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est un événement qui a été visé, c'est un concert, c'est un événement qui a été visé, et que ce magnifique marché, les événements qui ont lieu ont des messages forts à faire passer, et je suis ravi d'avoir autant de monde. Et on va essayer pendant ces 3 jours, à travers les 12 tables rondes, de rappeler que l'événement a du sens, qu'il a des valeurs profondes, que sa vocation première, c'est de tisser du lien. Et donc on va essayer de voir, on va essayer de se projeter un petit peu et voir avec nos différents intervenants, nos différentes thématiques, comment demain, on va pouvoir, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, maintenir une activité forte événementielle, avec quels acteurs, avec quel thème, avec quel message. Et ben, on va essayer de voir ça pendant 3 jours. Alors, premier thème, les traiteurs et le modèle du traiteur événementiel. C'est vrai qu'il est un peu chahuté, ce modèle. La gastronomie, en règle générale, ces derniers temps, connaît de profonds changements. Le mode de consommation des gens, notre mode de consommation alimentaire et gastronomique change. On a vu avec les émissions de télé apparaître des chefs, des pâtissiers, à la fois des professionnels mais aussi des amateurs. Donc la cuisine a une visibilité, la gastronomie a une visibilité comme jamais elle n'a eu. Et derrière, on a un peu un métier en France qui est le traiteur événementiel, un peu spécifique, on va y revenir d'ailleurs, parce que le modèle du traiteur traditionnel français n'existe pas tout à fait en ces formes à l'étranger. Donc on va voir si, bien qu'il souffre, si ce modèle-là a encore de l'avenir devant lui. Alors pour nous aider à réfléchir à tout ça, pour nous aider à nous projeter un petit peu, à essayer d'imaginer les nouveaux formats de demain, les nouvelles structures, les nouveaux produits, les nouveaux services, je vous demande d'accueillir, j'espère avec beaucoup d'encouragement, nos intervenants. Pour commencer, Michael Pavot. Michael Pavot, il est consultant, il accompagne les grands organisateurs d'événements. Et donc, sa petite boîte de conseil s'appelle Michael Pavot Consulting. Michael Pavot. Merci de l'encourager. On accueille également Gérard Calvet. Gérard Calvet, il est président national des traiteurs de France. Et il préside également Jim Traiteur, qui est un traiteur toulousain. Bonjour Gérard. On accueille Christophe Renard. Christophe Renard, il est président de Fauchon Réception, donc un traiteur parisien cette fois, avec une grande marque. Et puis un chef de cuisine, et non des moindres. Il conseille le traiteur nomade, Jean-Charles Carman. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté de venir débattre de ce modèle du traiteur. On va commencer par vous, Michael. Et on va, je change juste parce que petite slide, voilà, ça va arriver. Voilà. On va commencer par vous. Donc vous accompagnez, si mes souvenirs sont bons, si je vous connais bien, vous accompagnez des organisateurs d'événements, mais aussi des grands sites dans leur problématique de restauration. Est-ce que j'ai juste? Tout à fait. Là. Bon. Jusque-là. Bon, chez les grands organisateurs d'événements que vous accompagnez, vous allez nous en citer quelques-uns, qu'est-ce que vous avez vu changer dans leur demande? Comment a évolué la demande de ces organisateurs de grands événements? Alors, rappelez-nous d'abord, dites-nous 2 mots sur Michael Pavot Consulting. Bonjour à tous. Michael Pavot Consulting, c'est un cabinet de conseil pour les organisations et les fédérations principalement sportives dans l'organisation de toute la restauration de leurs événements, que ce soit la partie hospitalité, le grand public ou leur organisation, donc tous leurs besoins personnels. Alors, qui vous accompagnez, si on peut dévoiler quelques noms? Quelques noms. Alors, on a eu le plaisir d'accompagner le Paris Saint-Germain, d'accompagner aujourd'hui la Fédération française de tennis, avec le nouveau stade également, et puis l'Automobile Club de l'Ouest. On a également par le passé, dans des expériences précédentes, fait des Jeux Olympiques, des Coupes du Monde de rugby, etc. Alors,
Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été l'évolution de la demande de ces grands événements-là? Alors la grande évolution, c'est historiquement, les grands événements, c'était le sport, principalement pour ce secteur-là, avec une restauration. C'était exclusivement ces deux parties-là qu'on associait, plus ou moins, avec une force d'un côté ou de l'autre, ou un service. Aujourd'hui, l'expérience que le client veut, en fait, ce qui est le nouveau vecteur, entre guillemets, de ces fédérations ou de ces organisations, c'est de créer une expérience client. Donc ça dépasse largement le contexte du sport, largement le contexte de la restauration, mais d'avoir un ensemble pour garder un vrai souvenir d'un événement. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, l'organisateur, il considère la restauration comme une petite partie de l'ensemble de l'expérience client ou spectateur qui part depuis la réservation du billet sur Internet jusqu'à je quitte le stade et je tweete de ce que j'ai vu dans la journée, quoi. Tout à fait. On va dire qu'historiquement, il avait une très grande place. Il a toujours une importance capitale, mais d'autres éléments sont venus se rajouter à la compréhension, entre guillemets, de l'expérience client. Donc ça veut dire que la restauration n'est plus un sujet important pour ces organisateurs? C'est toujours un sujet important. C'est un sujet qui devient, je dirais, de plus en plus technique aussi, les volumes ont aussi évolué, les événements deviennent de plus en plus importants aussi, les budgets, les exigences des clients aussi, puisqu'on peut maintenant beaucoup plus comparer, entre guillemets, ce qui existe entre la France, l'étranger. Donc les clients évoluent aussi, sont habitués à en parler aussi, ce qui est aussi toute la technologie qui vient autour. Donc on a une vraie évolution, plutôt une mutation, elle reste une place importante, mais d'autres sujets viennent s'ajouter autour de la restauration et de l'événement sportif. Alors qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce que ces organisateurs, dans l'expérience client, quelle est la place de la restauration et qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce que ces grandes organisations, fédérations, PSG vous demandent? Alors ce qu'ils nous demandent, c'est de repenser à la fois la restauration comme un service, comme quelque chose qui doit apporter une vraie surprise à l'événement, en tout cas une valeur ajoutée, répondre à une nouvelle tendance également, c'est-à-dire qu'on ne se restaure plus du tout de la même manière, on a des nouveaux publics, des gens qui veulent être plus pressés, d'autres qui veulent rester dans l'image du gastronomique, quelque chose d'assis, très confortable. Et puis on a aussi cette nouvelle démarche de pourquoi ça ne participe pas au spectacle. Pourquoi ça ne crée pas ou ça ne génère pas, en tout cas ça ne continue pas à tirer ce qu'on appelle un petit peu le waouh, en tout cas de l'expérience client, ce qui pouvait être historiquement le cas. Alors, donc, si j'ai bonne mémoire, il y a 3 types de restauration dans ces grands événements, ou dans le PSG, ou au Parc des Princes, ou à Roland-Garros. Le premier type de restauration, c'est le catering. Donc, je nourris, j'alimente l'ensemble des équipes qui participent à l'élaboration de l'événement. Donc ça, on va les mettre de côté pour l'instant. Il y a la restauration grand public. Donc, c'est quoi? C'est les points, c'est là où sont présents des points de restauration pour le grand public dans le stade. Tout à fait. Les points de vente, qu'on se soit en mode permanent ou éphémère. Troisième point, et c'est ce qui va nous intéresser un peu puisqu'on est sur les traiteurs, c'est la partie hospitalité. Tout à fait. Moi, quand j'observe un peu, j'ai l'impression que ces grands lieux, que ces grands événements recherchent plutôt en phase 2 un partenaire global plutôt qu'un partenaire catering, un partenaire hospitalité et un partenaire restauration grand public. Est-ce que c'est une tendance forte, ça? Alors, c'est un modèle qui a été éprouvé à l'étranger, très clairement, et qui nous arrive de l'étranger plus qu'à d'un modèle français à l'origine. Donc oui, il y a des grosses interrogations sur la manière d'exploiter un SAT, en tout cas, et puis la complexité, la technicité que représente la restauration, qui est quand même un sujet relativement important. Donc en effet, on a une évolution, en tout cas, il y a des grosses interrogations du côté des organisateurs et des fédérations pour se dire, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas un acteur clé, un acteur unique, et entre guillemets, qui avoir une seule porte d'entrée plutôt que plusieurs. Alors on a vu, par exemple, alors c'est pas votre client, mais sur l'Euro 2016, on a vu débarquer un Do & Co. On n'en a jamais entendu parler en France. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce Do? Qui connaît Do & Co? Voilà. Qui est Do & Co et qui vient chatouiller un petit peu nos marchés ici en France? Alors Do & Co est un très gros prestataire étranger qui est principalement sur le marché est-européen, qui est le prestataire principal de l'UEFA, donc qui organise toutes les compétitions depuis à peu près 6 à 8 ans pour un gros organisateur comme celui-ci, donc qui s'adapte à tous les stades, puisque le modèle de l'Euro, pour prendre cet exemple-là, donc la France met à disposition des stades pour un organisateur qui est l'Euro, et donc il met à disposition l'ensemble de l'infrastructure, sans prestataire, sans aucun contrat engagé en dessous. Donc ça veut dire que pour un marché aussi important pour un événement comme ça, eh bien, il est négocié en centrale directement avec le UEFA pour toute la partie restauration. Et Do & Co est on va dire à date d'aujourd'hui, un énorme prestataire comparé au marché français, puisque c'est un opérateur qui fait un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année
Pour donner un comparatif, aujourd'hui en France, on est plus près dans les très gros opérateurs de 100 millions, pardon, et on a beaucoup d'opérateurs qui sont quand même en dessous. Donc ça veut dire que cette réflexion des grands organisateurs d'événements qui débouche sur des signatures de contrats avec des grandes entités spécialistes de la restauration, est-ce que ça condamne nos traiteurs à aller vers ces... Enfin, nos traiteurs on va revenir après, on va faire réagir les traiteurs, mais nos traiteurs vont avoir de plus en plus de mal à aller sur ces marchés des grands événementiels. Tout à fait, les traiteurs français ont besoin de regarder un petit peu différemment leur avenir, de remettre en cause leur modèle, puisqu'aujourd'hui on a parlé de Do & Co, mais aujourd'hui d'autres prestataires aussi importants, voire plus importants encore de Do & Co, existent dans le monde, principalement aux États-Unis. On a des opérateurs qui dépassent même le milliard de chiffre d'affaires dans la partie événementielle. Et on parle de restauration principalement au départ. Et on peut reciter Bercy qui vient aussi de signer un contrat avec une filiale de Compass qui s'appelle Lévy Restauration. Tout à fait. Donc pareil, là, il n'y a plus de traiteurs français qui... Alors c'est le premier modèle français, entre guillemets, qui s'inscrit dans sa dynamique d'avoir un contrat à très long terme, avec une forme d'investissement lourd qui est accompagné, et puis un contrat ferme pour la totalité des événements, totalité de la restauration. C'est-à-dire qu'on a un modèle qui va changer par rapport à un événement éphémère où on fait appel à un prestataire ou une agence, etc. On a un modèle cette fois-ci où quand vous allez louer entre guillemets le stade de Bercy, eh bien, vous allez arriver avec un ensemble de produits qui sont déjà inclus dedans et vous n'aurez pas le choix de la négociation. Donc pas de choix de prestataire, pas de choix de traiteur. Extrêmement Quand vous venez à Bercy, vous prenez Lévy Restauration, les cuisines sont dans la cave et lui il vous sort ce que vous avez envie de manger. Voilà. Alors c'est des modèles qui existent totalement, qui sont très très développés à l'étranger et qui n'existaient pas jusqu'à l'origine en France. On n'avait aucune cuisine centrale clairement d'installer dessous. Et on a quelques nouveaux modèles sur des nouveaux stades qui commencent à réfléchir dans ce schéma-là. Bon, quand on sait que les grands événements internationaux comme ça sont souvent moteurs de changements radicaux et puis d'évolution dans le reste du marché, on voit là que les changements ne sont pas forcément simples pour nos amis traiteurs. Gérard Calvet, donc vous présidez Traiteurs de France. En un mot, Traiteurs de France, est-ce que vous pouvez nous présenter Traiteurs de France? Avec grand plaisir. On a la chance d'être le premier réseau de traiteurs en France. On représente 36 adhérents dans l'ensemble de la France. On représente un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros, un petit peu plus que le premier opérateur que vous citiez. Également, nous avons 3000 salariés chez nous en fixe et nous représentons donc une vraie force chez les traiteurs événementiels. Alors, quand vous entendez cette évolution de la demande, et on va revenir un peu après aussi sur l'évolution de la demande corporate, est-ce que ça vous inquiète de voir ces grands opérateurs étrangers aller chercher des marchés qui étaient les vôtres avant? Ce n'est pas inquiétant, je vous en parlerai tout de suite, mais avant, je ne peux pas laisser passer ce que Michael a dit, sur dire que la restauration n'est pas un événement important dans la réussite d'un congrès ou d'une réception ou d'un événement. Forcément, on ne peut pas laisser dire ça, je suis désolé, mais la restauration fait partie intégrante de la réussite d'une opération. Je vous assure que dans le budget d'une petite opération, on va représenter 80-90% du budget d'une petite opération. D'une grosse opération, on va représenter 40-50% du budget. Et je vous assure que dans les questionnaires satisfaction qui sont faits après l'événement, toujours la question restauration est une question très importante pour l'organisateur. Donc il faut quand même remettre la restauration dans l'événement à sa place. Alors soit la restauration, et on est en France, elle est effectivement, j'en suis un témoin vivant, je le porte bien sur moi, la gastronomie française est effectivement extraordinaire. Maintenant, est-ce que ces changements d'attitude des organisateurs vous gênent? Si je prends l'exemple de Bercy qu'il a cité, hier, il y avait des traiteurs référencés et chacun allait piocher, quand il venait à Bercy, chacun allait piocher chez ses traiteurs référencés. Demain, on n'a plus le choix. Donc, c'est des marchés que vous avez perdus. On a peut-être perdu celui-là, je ne l'ai pas perdu parce que ce traiteur va faire travailler des cuisiniers, des pâtissiers, des serveurs, etc. qui sont tous sur le sol français. Donc ça c'est très bien, c'est l'activité qui marche bien. Ensuite, ce n'est pas des marchés perdus pour nous. Il faut savoir que nous également, nos traiteurs de France, on gère beaucoup de lieux en ville. Les traiteurs dans leur propre ville gèrent des lieux où ils sont exclusifs ou pas. Je pense que ces grands acteurs qui viennent, vous avez cité Do & Co. Donc tu as juste un petit rectificatif, c'est Ediart qui a gagné l'UEFA. Ouais, Do & Co est un actionnaire d'Ediart, mais officiellement c'est Ediart. Sachez que Ediart ou Do & Co vont sous-traiter 100% des prestations faites en France, 100%, et 80% de ces prestations seront faites par des traiteurs de France.
Donc c'est toujours nous qui allons travailler. Effectivement, on est en face d'une très grosse machine, ça fait des années, pourtant c'est une maison familiale qui a 30-40 ans, c'est une très grosse machine, ils sont présents sur les Grands Prix de Formule 1 dans le monde entier, ils sont présents sur les Open de tennis les plus grands, ils sont présents sur la Champions League, donc effectivement ils ont pris une ampleur terrible, mais ils s'appuient quand même sur nous. Donc aujourd'hui, il ne faut pas dire qu'on n'existe plus, sans nous, ils ne pourraient pas le faire en tout cas. Revenons un petit peu aussi, alors on a parlé de l'évolution des grands événements, de l'évolution des demandes corporate, donc ce qui est aussi le cœur de votre marché. Est-ce que vous aussi, ces dernières années, et quel type de changement, d'évolution vous avez vu naître chez vos clients annonceurs, entreprises Alors, point de vue corporate, c'est effectivement le cœur de notre métier. On fait chez Traiteur de France 70% de notre chiffre d'affaires avec des entreprises. Donc, on maîtrise vraiment ce sujet. Les gens, nos clients nous ont demandé déjà il y a quelques années de nous adapter au budget. Évidemment, plus d'obstentatoires, plus de tape à l'œil, etc. Ça, c'est certain. Mais également de redire, avant j'avais un 20 pièces, cette année je veux toujours un 20 pièces, mais j'ai 10%, 15% de moins de mon budget. Donc nous, on a dû créer des nouveaux mets, des nouvelles animations, toujours pour que les clients partent en se régalant, en ayant quantitativement suffisamment à manger. On ne peut pas dire aux gens, vous allez faire, ouais, mais moi j'ai moins eu de budget, ça on ne peut pas répondre ça évidemment. Mais c'est à nous de nous adapter un petit peu aux demandes qui ont lieu depuis certaines années de la part de nos clients. Vous parliez baisse de budget. Est-ce que vous pensez que la baisse du budget que vous imposent vos clients est uniquement due à la crise, ou en tout cas à l'effet baisse des budgets globaux, de la baisse globale des budgets dans l'événementiel? On ne peut pas dire que ce soit uniquement. Après, il faut le traiter au cas par cas, je pense, dans chaque entreprise. Mais de manière globale, oui, c'est vrai que les sociétés font attention à leur budget, de manière générale. Et c'est tous les prestataires qui ont dû faire attention. Tous les prestataires, on leur demande d'en faire autant, voire plus, en disant j'ai 20% de moins de budget. Donc c'est effectivement tout le monde qui doit faire attention. Moi, j'ai l'impression, en tant qu'observateur de ce marché, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu, ces 5 ou 10 dernières années, une vraie amélioration dans la capacité des traiteurs à produire du bon, avec du bon produit, à travailler du bon produit. Enfin, il y a eu, je trouve, moi, aujourd'hui, il y a la quasi-certitude chez un traiteur digne de ce nom de sortir un bon cocktail, un bon repas servi assis, voilà. Il y a eu une qualité qui vers le haut. Donc l'aspect qualité n'est plus un critère différenciant. Et j'ai l'impression aujourd'hui que que tous les traiteurs travaillent très bien, que le seul critère différenciant entre deux traiteurs, c'est le prix. Est-ce que ce n'est pas aussi une raison de la baisse des prix de vos clients? Aujourd'hui, on peut le dire que par rapport à la concurrence qu'il y a qui est accrue et la part de marché qui se rétrécit un petit peu pour nos clients, effectivement, il y a la concurrence. Mais ça me fait très plaisir que vous parliez vraiment de la qualité, car c'est vrai que les traiteurs ont vraiment tiré la qualité vers le haut, tous. Et aujourd'hui, je vous assure qu'on n'a pas de honte du tout à faire 500 personnes en dîner de gala, comme on peut le faire en restaurant étoilé avec 20 couverts. On est capable de servir les mêmes prestations qu'un chef étoilé. Nous avons des chefs cuisiniers, nous avons des chefs pâtissiers dans nos maisons. J'insiste, monsieur, nous avons des chefs dans notre maison. On va y revenir là-dessus. Où sont-ils? Ils sont chez nous, ils travaillent bien chez nous. Oui. Ce sont des vrais, voilà, c'est important de dire qu'on travaille les produits, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'évolution du métier fait qu'en tirant vers le haut, tant la matière cuisine que la partie service, que la partie décoration, notre métier a vraiment évolué. Et c'est top comme ça d'avoir cette stimulation de tirer vers le haut. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous dites que vous me confirmez ce que je ressens, c'est-à-dire une amélioration de la qualité, et soit, c'est bravo, et bravo à tous les efforts faits. Maintenant, quand tout le monde fait de la qualité, on va aller chercher de la qualité le moins cher possible. C'est effectivement, comme je dis, ça c'est au cas par cas. C'est après chaque traiteur qui va décider, chaque prestataire va décider de dire je serre un petit peu mes prix. Effectivement, aujourd'hui, la part du gâteau se diminue un petit peu pour tout le monde et les prestataires sont de plus en plus nombreux. Donc effectivement, aujourd'hui, il ne faut pas baisser les prix au détriment de la qualité. Et sachez que c'est très important pour nous, notamment chez Traiteur de France, on y fait très attention auprès de nos adhérents. On ne veut pas aller baisser le prix au détriment de la qualité. C'est hors de question de dire à un client, votre opération coûtait 50, mais bon, allez, à 40 €, je viens la faire parce que voilà, je vais enlever 2-3 choses. C'est hors de question de tout jouer sur notre image en descendant le prix. Donc c'est à nous de trouver, par contre, pour descendre le prix, pour faire face au prix, c'est à nous de trouver des animations ou des mets maintenant qui coûtent moins cher. Sans renier la qualité. Christophe Renard,
Alors, est-ce que la concurrence s'est accrue sur le marché parisien, par exemple? Alors évidemment, oui, bien sûr. Et je pense que c'est même une bonne chose. On a vu arriver différents acteurs. Je pense que la crise a eu un effet complexe sur le marché. Des grands traiteurs, effectivement, avec des positions très assises, se sont vus concurrencés par des nouveaux intervenants. On peut aussi constater en fait une redistribution de l'événementiel. On s'aperçoit aussi que certains lieux aujourd'hui ont des acteurs uniques qui font et qui proposent des prestations intégrées. Donc ça, c'est aussi c'est une solution économique souvent, mais c'est aussi une forme de concurrence. Les nouveaux acteurs, on en parle, et il y a plein de traiteurs de tailles différentes qui savent bien faire les choses. Alors les grands savent toujours très bien faire les choses, mais on s'aperçoit aussi que cette technicité, ce savoir-faire, aujourd'hui, il s'est diffusé, il s'est réparti, et ça revient un petit peu à ce que vous disiez, que aujourd'hui, il y a plein de traders qui font de la qualité, et où est-ce qu'on va faire la différence? Pour revenir là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas que le prix. Alors le prix, oui, ça existe, mais quand tout le monde est au même prix et que tout le monde fait de la qualité, il y a un moment, il faut bien qu'il y ait d'autres critères. Et les autres critères, ça veut aussi être une équipe, une marque, une entreprise, une compréhension du projet, une compréhension des besoins, et puis aussi le rendu qu'on va pouvoir en faire. Et à mon avis, c'est là-dessus que ça se joue aujourd'hui. C'est pas que le prix, c'est pas que la marque, la qualité, elle est là, oui, c'est sûr, mais c'est aussi le travail de l'équipe. Et aujourd'hui, un projet, c'est global. C'est-à-dire qu'il y a le commercial, très bien, il porte le projet avec le client, mais il est là aussi pour fédérer toutes les forces de l'entreprise. Donc on aura derrière la cuisine, puisque c'est un sujet qui va être abordé. Mais il y a aussi des sujets logistiques qui sont peut-être moins rigolos, mais qui sont intéressants aussi et qui font partie du choix. Le personnel, les arts de la table, etc., etc. Et puis aussi tout ce qu'on peut apporter comme solution au client qui va être lié à notre prestation ou pas d'ailleurs. Ça veut dire que votre métier ne se résume pas à la cuisine, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Et que ça, c'est une nouveauté par rapport à il y a quelques 5-10 ans? C'est pas une nouveauté, non. Non, je pense que ça fait longtemps qu'on a passé le cap. Je dirais que ça fait une bonne quinzaine d'années où un devis, ça ne peut pas se composer de nourriture, de personnel, de matériel et de boissons. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est en fait apporter de la valeur ajoutée. En fait, c'est ce que disait aussi Michael, parce qu'on a la chance de travailler ensemble. C'est aussi cette expérience, en fait. Et c'est cette expérience que la FFT attend. C'est tous les clients qui l'attendent, finalement. Parce que la FFT arrive, effectivement, à isoler cette attente. Mais c'est l'attente qui est intrinsèque, qui est au fond de tout le monde. C'est effectivement d'avoir une entreprise qui va vous accompagner, qui va être votre partenaire, sur qui vous allez pouvoir vous appuyer, qui va vous apporter des solutions avant, pendant l'opération. Est-ce qu'à force de se dire organisateur de réception, est-ce qu'à force d'avoir intégré dans son modèle toute une série de prestations, de déco, d'art de la table, etc., on n'en a pas perdu un peu? Au moins en termes de com, au moins en termes d'image, on n'en a pas perdu un peu les questions de cuisine, de gastronomie, de produits? Non, pas du tout, parce que je pense que ce que vous avez cité ont toujours fait partie de la prestation traiteur. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu de la nourriture, il y a toujours eu le service. Et le service, c'est aussi beaucoup de logistique. C'est du service à table ou au buffet, mais c'est énormément de travail en amont. Les arts de la table, ça a toujours existé. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les arts de la table, il y a tellement de magazines déco, il y a tellement de... Et je trouve que c'est plutôt pas mal d'ailleurs. Cette partie-là est aussi très attendue par le client, même au niveau du service. Je veux dire, le client, il attend aujourd'hui d'avoir un service personnalisé, adapté, être accueilli à sa table par un maître d'hôtel qui va se présenter. Voilà. Au niveau des boissons, c'est aussi à peu près pareil. Je pense que ces 4 éléments en fait qui constituent une opération, enfin une réception, ont vraiment été améliorés par les traiteurs. Après, il y a chacun en fonction de sa stratégie va additionner qui de la déco, qui de la location d'espace, etc. Mais je pense vraiment que aucun poste ne se fait au détriment de l'autre. Je pense que c'est une qualité qui globalement progresse. Et on parlait en fait d'opérations à l'étranger. Je dirais qu'à l'étranger, il y a plein de choses intéressantes aussi, mais la particularité, c'est d'avoir vraiment, enfin notre particularité, c'est vraiment d'avoir une gastronomie française qu'on met en avant. À l'international, c'est de l'international. Vous allez en Allemagne, vous allez en Espagne, vous allez en Angleterre, vous allez manger la même chose en fait. C'est comme quand vous allez dans tous les hôtels, des grandes chaînes, vous mangez à peu près la même chose partout.
La spécificité française, c'est ce que disait Gérard, c'est vraiment d'apporter en fait au buffet, à table, le savoir-faire gastronomique. Et ça, c'est la grosse force en fait que l'on a. Je dirais même que c'est notre difficulté, parce que comment aujourd'hui exporter tel ou tel traiteur à l'international, c'est hyper compliqué. Un magasin, ça se duplique, parce que c'est finalement un concept que l'on pose dans un centre commercial, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir, mais ça se joue. Alors qu'un traiteur, c'est une chaîne de compétences, il faut surtout avoir les gens, en fait. Et c'est pour ça qu'on a un métier qui est tellement pointu qu'on a du mal à l'exporter. Alors ça veut dire que vous nous dites les étrangers, ils vont venir chez nous, ils vont nous piquer des marchés, et nous, on ne va pas pouvoir aller chez eux parce que notre spécificité française ne nous permet pas d'exporter toute cette chaîne de compétences et tout savoir-faire. Non, je ne dis pas ça. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je n'ai rien dit ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, les étrangers, ils sont les bienvenus, parce que de toute façon, la cuisine française, c'est toujours enrichi de la différence. Que ce soit les influences italiennes, asiatiques, de la Renaissance à maintenant. Enfin bon, ça a toujours été ça. Aujourd'hui, il y a d'autres écoles qui sont les bienvenues dans le traiteur, comme le snacking, la restauration rapide, etc. Enfin, tout ça, c'est aussi, ça fait partie effectivement de notre savoir-faire. Après, je dis qu'effectivement, si on veut se développer à l'étranger, il faut penser adaptation aux attentes locales. Et ça veut dire aussi revoir un peu le modèle. Il faut revoir ce qu'on pratique sur Paris, revoir un peu notre organisation et l'adapter effectivement aux attentes locales. Mais après, il y a des solutions pour ça. Tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est parfait. Juste un point, vous n'êtes pas exprimé sur l'évolution de la demande. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous demande, est-ce qu'il y a une, vous pensez que depuis 5 ans, il y a une, alors on évite budget, on évite prix pour l'instant, mais les modes de consommation ayant changé, est-ce qu'on vous demande d'autres types de prestations, et est-ce que est-ce que l'influence des images de télé arrive jusqu'au brief qu'on vous donne? Enfin, qu'est-ce que vous avez vu évoluer comme demande, et qu'est-ce qui aujourd'hui un brief classique? Qu'est-ce qu'un brief classique aujourd'hui? Je ne sais pas si le brief classique existe en fait. Chaque brief est adapté, et la force des traiteurs, c'est aussi de personnaliser chaque prestation. Après, il y a des attentes fortes au niveau gastronomie. C'est sûr que nos clients sont de plus en plus performants, sont de plus en plus informés, et donc ont des idées assez précises de ce qu'ils souhaitent. Effectivement, comme vous disiez, les médias jouent beaucoup. Donc, les interventions de chefs, ça c'est quelque chose qui se développe, mais qui existe aussi depuis 20 ans. C'est vraiment pas une nouveauté, même si aujourd'hui on en voit un peu plus. Ce qui se développe aussi, c'est bien sûr toute la notion de RSE. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on achète du produit en locavore, il faut faire travailler des gens dans des bassins d'emploi, il faut travailler du développement durable, etc. Donc ça, c'est une très très grosse demande. Alors il y a juste une petite parenthèse, il y a une conférence ce soir à 17h sur le gaspillage alimentaire et comment l'ensemble de la filière événementielle, dont les traiteurs, s'est saisi de cette question du gaspillage pour faire évoluer ces modèles. Donc c'est pour ça que c'est volontairement, on ne le traitera pas ce matin, mais rendez-vous à 17h si le sujet vous intéresse. Alors à 17h, si Mickaël est toujours là, il pourra aussi parler de Roland-Garros, puisque c'est mis en place sur Roland-Garros aussi, ce traitement effectivement et la récupération des produits. Ce que je voulais dire en fait, c'est que le secteur des traiteurs, il n'est pas en faillite en fait. Vous voulez que je vous liste ces 5 dernières années, le nombre de traiteurs qui ont mis la clé sous la porte ou qui ont été rachetés à la barre d'un tribunal de commerce? Ah non, mais alors effectivement, ça existe, c'est des regroupements. Mais je ne pense pas que le secteur soit plus en faillite que n'importe quel autre secteur événementiel. C'est-à-dire qu'effectivement, 2008 était là. 2008, effectivement, comme tout le monde, les traiteurs ont aussi eu des difficultés. Je pense qu'on a quand même su se remettre en cause, arriver à trouver des solutions, travailler les budgets, augmenter le niveau des prestations. Après, je pense qu'il y a le problème effectivement conjoncturel, mais il y a aussi après la capacité que nos clients ont aujourd'hui à pouvoir mettre le prix ou pas sur une opération. Et ça, aujourd'hui, c'est un petit peu un souci certaines fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites on a fait trop d'efforts sur les prix et que ça a mis en danger nos modèles? Non, moi je ne dis pas qu'on a fait trop d'efforts. Moi je fais partie des gens qui maintiennent des tarifs. On est obligé de maintenir des tarifs parce que sinon c'est la course vers le néant. C'est-à-dire qu'en fait vous allez descendre et descendre et descendre sans cesse les prix. Vous allez avoir une politique de couverture de frais fixes. Puis un jour vous allez vous retrouver banané parce que c'est comme ça que ça se termine toujours en fait. Donc, et ça c'est très clair.
Donc, non, il faut aussi maintenir le cap, il faut expliquer pourquoi aujourd'hui nos tarifs sont ce qu'ils sont. On ne peut pas être, comme disait Gérard, moins 20%, moins cher que l'année précédente, alors qu'on vous demande du personnel bilingue, ce qui n'existait pas avant, qu'il va falloir effectivement aller chercher des produits en RSE, développement durable, que le matériel, les arts de la table, il va falloir des très très jolies tables, hein, on ne va pas se contenter de porcelaine blanche, et puis que la logistique doit être là, etc. Donc il y a un moment, il faut aussi qu'on arrive à valoriser ce service, et je pense qu'effectivement, c'est aussi la difficulté des traiteurs. C'est qu'effectivement, c'est difficile de valoriser le service, il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont en crise, donc fatalement, c'est compliqué. Merci, on va revenir un peu en précision sur tout à l'heure des points que vous avez soulevés. Jean-Charles Carman, je vous remercie beaucoup d'être là. Un chef spécialiste d'un traiteur événementiel, à titre personnel, depuis 25 ans que je navigue dans ce marché, je n'en avais jamais vu dans une conférence. Vous êtes le premier. Et je me remercie d'avoir eu l'initiative de vous inviter. Les autres ont peut-être beaucoup de travail. Vous êtes plutôt dans vos laboratoires ou avec des clients, c'est ça ? Ah oui, effectivement, oui, j'ai la chance d'évoluer dans le groupe Eurosite et de m'occuper particulièrement de la marque Nomade. Et nous avons eu la direction d'Eurosite a eu une nouvelle vision sur la gastronomie, puisque nous avons fusionné plusieurs entités qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des compétences particulières dans chaque domaine et qui va faire un mariage plutôt heureux. Alors, même si j'ai cette étiquette de chef de cuisine, c'est super épaulé par une brigade qui me permet de pouvoir me promener pendant qu'à cette heure-ci, ils sont dans notre laboratoire à Chevilly-la-Rue, en train de travailler dans le froid. Je pense à eux. Et donc, Nomade est une marque qui avait un super chef, un jeune chef anglais, Alexander Ford, et qui aujourd'hui est toujours aux commandes de la marque. Et dans le groupe Eurosite, on pense qu'il y en a plus dans plusieurs cerveaux que dans un seul. Chercher un chef français. Donc c'est qu'on n'est pas si mal que ça quand même. C'est sûr qu'il faut qu'on reste réveillé, mais néanmoins on a quand même les blancs, on a un coup d'avance. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais il faut savoir le garder ce coup d'avance. Il faut savoir se remettre en question tous les matins. Il faut savoir aller chercher le meilleur, la bonne idée, la meilleure idée, l'idée que l'autre n'a pas eue. Et il faut toujours garder le fait que la cuisine française repose sur des racines. Moi, quand je travaillais chez monsieur Henri Faugeron, dans le 16e arrondissement, il avait une carte, hein, nous avions 2 macarons Michelin à l'époque, et sur cette carte, c'était marqué « Le cuisinier qui connaît son passé, le comprend, s'en inspire et devient à son tour un créateur ». Moi, je vais vous dire, le problème des chefs aujourd'hui, c'est de griller les étapes. C'est de penser qu'ils sont chefs avant d'être chefs. Le problème de la cuisine, c'est une pyramide. Vous rentrez comme apprenti, vous passez commis, chef, demi-chef de partie, second pour finir chef. Et j'ai rarement vu un commis devenir chef le temps d'un claquement de doigts sous prétexte que la place est sympa. Ou d'une émission de télé, surtout d'une émission de télé. Alors aujourd'hui, les émissions de télé, moi je trouve ça sympa parce que ça ouvre les yeux sur notre métier. Néanmoins, je n'aime pas le principe parce que je pense qu'on dit à des jeunes qui débutent, vous allez voir dans 6 mois, vous serez une star. Et donc je pense que c'est à nous, les vieux chefs, et donc là, on va quand même continuer à s'appuyer sur Jean-Pierre, sur Guy Krenzer et sur les autres, parce que c'est nous de dire attention, il y a un cap. Nous, ce cap, on l'a appris. Jean-Pierre Biffy a travaillé avec moi, j'ai travaillé avec lui, pardon, excusez-moi, au Crillon, à l'hôtel de Crillon. C'est des cuisiniers qui ont un passé, qui le comprennent, qui s'en inspirent et peut-être deviennent des créateurs. Donc attention à ces 2 choses importantes, la racine du métier. Notre métier de cuisinier ne s'apprend pas ni dans les livres, ni en 6 mois. Ça, c'est la première chose. Et notre deuxième partie très importante, nous avons un métier de service et nous sommes au service de nos clients et pas l'inverse. Merci, on va revenir sur la place du chef, parce que moi j'ai plusieurs observations et plusieurs questions tout à l'heure. Donc après un premier jet d'intervention, toutes plus passionnantes les unes que les autres, on va traiter 4 thèmes. Moi j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu dans un premier temps sur revenir sur le format de la restauration événementielle, sur son prix.
J'aimerais qu'on revienne aussi sur un sujet que vous avez commencé à évoquer, Christophe, sur la problématique de la gestion de lieux. On va revenir sur la problématique du chef de cuisine. Et puis on va essayer, pour terminer, on essaiera de se projeter un petit peu sur le métier de traiteur événementiel demain. Le format. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai une organisatrice d'un événement qui organisait un événement à Paris, 300 personnes. Et elle s'est dit, je vais complètement casser les codes de la restauration traditionnelle. Je ne vais pas faire mon cocktail particulier, je vais pas faire mon cocktail traditionnel. Je vais faire venir des food trucks pour un aspect ludique. Et puis voilà. Donc elle a fait venir 2 food trucks. Et puis elle voit que 3 jours avant son événement, il va pleuvoir. Et que l'organisation de l'événement nécessitait que les 300 personnes sortent pour aller dans les food trucks et re-rentrent. Enfin, il y avait 20 mètres. Et elle a prise de panique, elle a fait appel à un traiteur traditionnel en se disant il faut que je... Donc elle a laissé ses food trucks, et oui, il y avait du budget, et elle a fait un petit cocktail pour les 300 personnes à l'intérieur. Résultat des courses, la grande majorité des gens a été faire la queue sous la pluie pour aller avoir son food truck, et le traiteur, il a reparti avec 80% de son cocktail. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un problème de format? Est-ce que les gens, vos clients, n'en ont pas assez du traditionnel cocktail, du traditionnel repas servi à table? Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à réinventer pour aller chercher d'autres types de restauration? Alors, j'ai cité les food trucks, vous avez cité les snacking. Comment vous réfléchissez à ces questions-là? Messieurs, on va commencer par vous, Gérard. Sincèrement, je vais déjà vous reprendre parce que le mot traiteur traditionnel nous déplaît fortement. Vraiment, je suis désolé, il y a des bons, il y a des mauvais, c'est tout. Mais un traiteur traditionnel, ça ne veut rien dire. On est traiteur, on fait l'amour de notre métier. Il y a des gens qui aiment bien faire des feuilletés à la saucisse, ils savent très bien le faire, ils veulent faire ça. Il y a des gens qui veulent faire du moléculaire, voilà, on a toute une gamme différente. Chacun fait ce qu'il a envie. Donc déjà, traiteur traditionnel, franchement, je ne vois pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, pour faire face à la demande de nos clients, on est obligé de s'adapter. Et c'est bien parce que notre métier de cuisinier au départ fait que nous sommes créatifs. Si c'est pour refaire les recettes qu'on faisait il y a 20 ans, on serait déjà mort. Donc effectivement, on est créatif, on est innovant et on doit proposer des choses. Vous citez les food trucks, c'est une excellente question. C'est une excellente remarque, pardon. Nous avons eu une réception pour la Convention Traiteur de France qui s'est passée il y a 15 jours à Rouen, où le traiteur qui nous a reçus avec son propre food truck, puisque lui, il a acheté ces caravanes Extreme, vous savez, ces caravanes américaines tout en aluminium, qu'il amène sur ses réceptions. Donc effectivement, on sait nous devancer un petit peu les attentes du client et surtout lui proposer. On n'attend pas aujourd'hui en disant on a des buffets plats, vous savez, avec des petits feuilletés à la saucisse posés dessus, mais on peut faire autre chose si vous voulez. Et effectivement, on est vraiment créatif dans notre métier. Et vous ne ressentez pas cette lassitude des invités de vos clients à encore un cocktail traditionnel, encore une pièce que je vais prendre, je vais la manger, mais je ne vais pas savoir ce que je mange? J'ai l'impression à vous entendre que tout va bien, que moi j'ai l'impression que je trouve une lassitude de la part des invités à aller voir le énième cocktail. Enfin voilà. C'est vrai, vous faites un peu l'avocat du diable parce que oui, on va dire tout va bien. C'est mon oui, métier. On va dire qu'on se fait plaisir sur nos réceptions. Oui, on se fait plaisir à faire des animations, à créer des choses, à proposer des choses pour nos clients, à être innovant. Le modèle traditionnel n'existe plus aujourd'hui. Je vous le répète, c'est important. Donc on se fait un plaisir. Et oui, il faut arrêter aussi, comme l'ont dit tout à l'heure, mes collègues, c'est de ne pas dire que tout va mal, que tout. Non, c'est pas vrai. Le réseau traiteur de France, je vous donne des chiffres, 170 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3% d'augmentation l'année dernière. Sur les 36 traiteurs, 3%. Il n'y a pas beaucoup de sociétés quand même, de métiers qui font 3% d'augmentation dans leur créneau. Donc non, tout va pas mal, c'est pas vrai. Oui, la clientèle est plus difficile. Oui, elle en veut plus. Oui, on est attaqué par des prix. Mais si on reste sur une base de vouloir dire on veut de la qualité, on veut faire de la qualité, et on est innovant, on s'en sort. Christophe, est-ce que vous vous inspirez de toutes ces nouvelles tendances qui sortent et est-ce que ça vient changer un peu les codes de la restauration événementielle traditionnelle? Évidemment. En fait, moi, je suis comme Gérard, hein, je ne considère pas qu'on fasse partie de la cuisine traditionnelle. Évidemment, on s'inspire énormément de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on voit effectivement dans la rue, en France, à l'étranger.
il n'y a pas de petite restauration, il n'y a pas de restauration de seconde zone. Il y a des choses qui sont intéressantes, qui vont émerger du snacking. Pourquoi pas, quelquefois, on peut s'inspirer effectivement de ce qui peut se faire dans des chaînes plus importantes. Il y a, tout est inspirant. Et la cuisine, c'est ça. C'est-à-dire que la cuisine, il n'y a pas un cuisinier qui est né le matin en se disant j'ai la science infuse. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, on regarde, on ouvre les yeux, on voit ce qui se passe, on voyage, on ouvre des livres, on va sur Internet. Et c'est là, effectivement, que ça se passe. Et le traiteur a toujours été, en fait, un réceptacle pour l'ensemble de la gastronomie. En travaillant avec quand vous travaillez avec des grands chefs, ils sont souvent, je veux dire, très, très étonnés de ce qu'on est capable de faire, dans les volumes sur lesquels on peut le faire, la qualité aussi, et de voir en fait l'étendue des palettes techniques dont on dispose et le savoir-faire de nos équipes. Un grand chef, il va travailler avec ses 10 cuisiniers à faire merveilleusement bien 40 ou 50 couverts. Nous, on est carrément à l'inverse. On a des équipes qui sont plus restreintes et aussi, on est tenu de faire des opérations qui ont une grande tenue gastronomique. Donc aujourd'hui, c'est là que ça se passe et je pense que les traiteurs sont aujourd'hui quand même un vrai creuset d'innovation et de création. Alors bien sûr, tous les jours on apprend, tous les jours on doit faire mieux qu'hier, mais on intègre de plus en plus d'ailleurs toutes ces notions de cuisine en live, de finition minute, de choses qui plaisent bien dans les food trucks. Après, un food truck, finalement, c'est quoi? C'est un endroit, c'est un moyen mobile. C'est un traiteur dans un camion, quoi. C'est un produit dans un camion. C'est un produit dans un camion. C'est souvent un produit, c'est monoproduit. Et à la limite, ça aussi, bien sûr, on sait le faire. Après, ils ont des modes différents. Ils ont une technique qui est intéressante. Ils ont des produits qui sont décalés. Ça permet de faire autre chose. On les intègre aussi dans nos opérations. Nous, ça nous est déjà arrivé d'intégrer des food trucks dans nos opérations, avec ou pas de produits d'ailleurs. Je pense que c'est quelque chose, c'est un plus, et je pense que c'est très bien. Mais le traiteur, c'est toujours inspiré de ce qui se fait. Alors, dans l'évolution des demandes, j'ai une question. Est-ce qu'elle est mise à l'écran? Non, donc je vais essayer de la citer. Ah ben, je l'ai perdue. En fait, dans l'évolution des demandes, quelqu'un se posait la question de savoir si... ah ben voilà. Donc, si la demande vers des prestations plus simples, moins travaillées, plus terroir, plus authentiques, est-ce que ce n'est pas une tendance forte? Je réponds? Oui, ou Jean-Charles pour... Toujours pareil, hein, je reviens toujours sur le même établi. Hein, je travaille toujours sur les mêmes choses. Écouter son client, ça fait partie des choses les plus importantes de notre métier. Oui, effectivement, aujourd'hui, on a tendance à revenir vers des produits peut-être moins travaillés, plus la saveur pour la saveur. Il a existé à un moment une cuisine un peu facile qui était de mélanger un peu tout et puis de dire que c'était bon. Aujourd'hui, on en revient. Aujourd'hui, les pièces cocktails compliquées où on ne sait pas trop ce qu'on mange, c'est plus très à la mode. Aujourd'hui, on préférera soit une petite pièce, soit un petit plat, soit quelque chose comme ça, mais au moins quand on le prend et qu'on le déguste, on sait ce qu'on mange. Le fait n'est pas de savoir si c'est des retours sur la tradition, sur le produit, c'est de savoir ce qu'on mange. Soyez moderne si vous voulez, mais je veux savoir ce que je mange. Ça, c'est important. Et donc, oui, effectivement, on peut avoir une tendance, mais c'est à nous d'expliquer aux gens qu'on peut être moderne, événementiel, avec du produit de base. Ce matin, avant de venir, j'ai préparé un peu notre rencontre quand même, parce que c'est important, il y a du monde. Et donc, j'ai été chercher sur le Larousse les définitions de traditionnel et événementiel. Et je voulais simplement vous les donner, ça peut nous donner une bonne base de réflexion, puisque traditionnel, qui est passé dans les habitudes, dans l'usage. Dans les habitudes. Tous les matins, on se lève et on fait pareil. Si vous voyez ce que je veux dire. Et quant à l'événement, c'est un fait d'une importance toute particulière, ou c'est un fait marquant de l'actualité, ou un phénomène considéré comme localisé et instantané survenant dans un instant bien déterminé. En clair, l'événementiel, il faut faire très attention parce que c'est un moment clé, un moment
unique. La tradition, c'est quand on s'endort et qu'on fait toujours pareil. Voilà. Donc le traiteur ne peut pas être traditionnel et événementiel. Que les cuisiniers connaissent leur passé, le comprennent, s'en inspirent et deviennent à leur tour des créateurs, certainement, mais événementiel, écouter son client et être dans ses attentes, dans ses envies, et créer avec lui ce qui sera l'événement. On n'est pas là que pour éventuellement écouter ce qu'il a à dire. On a un rôle de conseil impératif et notre savoir, notre passé doit servir à notre client. C'est-à-dire que quand la personne dit bah tiens, je veux faire des food trucks et qu'après elle s'aperçoit qu'il va pleuvoir et que ça ne va pas être facile, en amont, je pense que la personne sur qui c'est tombé aurait dû conseiller à cette personne attention, les risques météo fait que nous pourrons vous mettre à disposition, et là c'est un autre département que celui de la cuisine, le département des décorateurs de l'événement vont peut-être prévoir de vous mettre un abri, un truc comme ça, des hôtesses avec des parapluies, des je sais pas quoi. Ça fait partie des conseils qu'on doit donner. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas compliqué quand on a la passion et l'envie de faire notre métier que d'avoir un rôle de cuisinier, puisque c'est notre métier, de s'appuyer effectivement sur notre savoir et nos traditions, mais avoir la modernité de la proposition et du conseil, puisqu'on est là tout simplement pour ça. Donc en fait, cette table ronde n'a pas lieu d'être, tout va bien. Michael, est-ce que quand tu entends ces défenseurs acharnés de la cause du traiteur français qui fait du service, qui fait de la créativité, est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, qu'il est, chez les clients que tu accompagnes, encore une fois, des grands événements, mais des grands événements qui... Est-ce que tu crois que ça compte ? Ça compte énormément. 2 points importants. Aujourd'hui, je partage pleinement leur avis sur l'histoire de la gastronomie. C'est-à-dire que le savoir, alors là, on prend les racines, je crois que Jean-Charles en a très très bien parlé. L'image qu'on en a aujourd'hui, et l'image qui vient de l'extérieur, l'image qui vient des clients, c'est qu'en effet, tout tourne autour de la gastronomie, c'est-à-dire du point central du chef, du point central de cette créativité qui s'exprime principalement, et même de manière massive, par le chef. Il y a quand même un deuxième sujet, comme dans tous les étoiles Michelin qui ont été traités, et j'ai le plaisir de travailler aussi pour eux. Il y a aussi l'autre partie, la partie humaine, la partie service, la partie écoute que vous avez développée. Et là, on voit d'un seul coup qu'il y a des vrais écarts. Je reprends l'exemple d'un de nos clients qui dit « Moi, j'ai des hôtesses qui savent faire de l'accueil, qui savent présenter, qui savent démontrer. » Et quand on rentre dans la partie plus événement, la partie restauration, eh bien, on se trouve confronté avec des clients internationaux qui ne peuvent pas avoir de vrais services, où on n'a justement pas cette transmission de cet art, entre guillemets, qui est typiquement français, qui est unique, hein, très clair, avec les grands chefs que vous avez cités, Jean-Charles, mais qui naturellement n'est pas traduit, entre guillemets, dans l'élan qu'on peut avoir de cette créativité. Et puis la salle, la créativité dans la salle, eh bien, aujourd'hui, on a beaucoup plus de mal à définir ce même terme pour la partie salle. On a beaucoup plus de mal à traduire au travers des hommes et des femmes comment on transmet cette passion. Et en fait, aujourd'hui, dans le message que moi j'ai envie d'entendre, c'est que la passion, oui, par les hommes de la cuisine, il n'y a aucun doute là-dessus. Personnellement, j'étais moi-même chef et travaille avec des étoilés, donc j'ai grand plaisir à comprendre ça. Et en effet, je pense que ce sujet est largement dominé par tous les traiteurs français. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et qu'on ait un nom officiel comme le vôtre, Jean-Charles, ou les autres que vous avez cités, on n'a pas la même chose pour la salle. On n'a pas la même chose pour ces hommes qui défendent le même art, entre guillemets, qui se trouvent également de l'autre côté, et en tout cas qui font aussi une vraie différence et une vraie atypicité française. Donc c'est quoi? Tu dis aux traiteurs, travaillez vos équipes, formez-les pour que derrière, mes clients internationaux puissent faire appel à vous et que derrière cette transmission de toute cet art et toute cette gastronomie puisse être faite jusque dans le service du plat. Jusque dans un détail, la difficulté d'un traiteur ou d'un aspect événementiel, c'est que c'est très éphémère. Vous allez dans des grands restaurants, et je vous invite à y réfléchir juste un instant, dans un des restaurants que vous aimez bien aller, vous y allez parce que vous y sentez bien, vous y allez parce que vous avez des amis, vous avez envie d'y aller avec eux, vous y mangez bien, normalement c'est aussi un critère, mais c'est peut-être pas l'endroit où vous avez le mieux mangé. C'est l'endroit en tout cas où vous appréciez de passer du temps, où vous appréciez de partager, échanger, et vous n'avez pas spécialement le souvenir du meilleur plat et vous n'êtes pas capable de le décrire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, l'événementiel, il y a 2 critères très forts. C'est le phénomène éphémère. Et il faut pourtant arriver à atteindre ce message très fort d'un souvenir incroyable qui passe par justement une ambiance, une atmosphère, par les hommes et naturellement, et ça je leur confirme, par l'assiette également, en tout cas par la partie qui est alimentaire.
Une question justement qui est un prolongement. Quelqu'un dit, vous soulignez le critère du prix et de la créativité. L'assiette n'est pas le point de convergence mais de rencontre. Ça revient un peu, ça résonne un peu sur ce qu'on se dit. Sont apparus des performeurs et des designers culinaires qui proposent une expérience client à forte valeur ajoutée mais qui reste marginale. Comment valoriser l'originalité d'une expérience client quand le prix est le critère numéro 1 ? En gros, est-ce qu'on peut conjuguer créativité, design culinaire, grand chef et prix bas, quoi. Messieurs les traiteurs. Ça dépend grand chef. En fait, je pense qu'on a chez nous des capacités à créer, on a une capacité à innover et à répondre à les attentes clients. À partir du moment où effectivement il va falloir aller travailler avec un chef de l'extérieur, ce qui est toujours un grand plaisir, mais aussi toujours un grand challenge, parce qu'en fait il va falloir adapter un produit qui à la base n'est pas conçu en fait pour être servi sur des grands volumes. Et il va falloir aussi que le grand chef il comprenne notre philosophie, notre manière de travailler, notre manière plutôt éphémère d'ailleurs de restituer le produit. Mais finalement entre cuisiniers, et c'est là que ça se passe en fait. C'est là qu'on crée le lien et c'est là qu'effectivement cette espèce de sentiment quand même de liaison très proche qu'ils ont tous les uns avec les autres fait que finalement ça devient possible en fait. Et c'est rendre possible en fait un grand chef 3 étoiles de le retrouver à un moment sur un cocktail, sur un dîner, avec des conditions de travail qui sont à 200 000 lieues de ce qu'il est capable de faire dans son restaurant. Passons à un autre sujet. Merci sur cette question format. Donc, bon, j'ai cru comprendre que j'avais tort. Gestion de lieu et traiteur. C'est vrai que la tentation très forte, mais qui est là aussi historique, en tout cas, un Potel et Chabot a montré la voie il y a quand même quelques années. Mais aujourd'hui, il y a une vraie bataille sur les lieux et sur la gestion de lieux. Et c'est vrai que les traiteurs, aujourd'hui, cherchent à acquérir la gestion de lieux. Il y a quelques lieux, par exemple à Paris, là, qui vont faire certainement l'objet d'une très grande compétition à venir. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce couple traiteur plus lieu, est-ce que c'est une évidence économique? Si c'est une évidence économique, ça on peut le comprendre, est-ce que ça sert les intérêts du client? Si je peux répondre, oui et non. Ça sert les intérêts du client tant qu'il n'y a pas une exclusivité. Effectivement, l'exclusivité n'est bon pour personne. Un client qui va dans un lieu, on lui dit voilà, vous avez 3-4 traiteurs référencés. Sans cela, on les a choisis par leur professionnalisme, leur qualité, leur savoir-faire. Donc vous choisissez là-dedans, vous avez une large palette. Ce n'est pas bon quand on a un traiteur unique d'un lieu, parce qu'effectivement, il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus de d'émulsion et on va plus avancer. Par contre, comme vous dites, le rapprochement aujourd'hui que les traiteurs peuvent avoir avec les lieux est très important. Il faut savoir que nous, les lieux, ce sont nos lieux de travail. Si demain on ne peut plus travailler dans ces lieux, on n'aura plus de travail pour nous. Donc c'est très important aujourd'hui d'avoir évidemment les meilleures relations avec les lieux, mais également d'avancer ça, de le devancer, et aujourd'hui d'exploiter nous-mêmes certains lieux ou d'en devenir propriétaires. Ça veut dire que même vous, après je vous donnerai la parole parce que vous avez certainement un avis un peu différent, même vous gérez des lieux à Toulouse. Ça veut dire que vous avez fait un référencement de traiteurs, vous y êtes bien évidemment, mais vous avez mis vos concurrents dans la liste des référencés. Oui, si vous voulez que je parle de mon cas personnel, j'ai effectivement créé une deuxième société et j'ai acheté des lieux de réception que je gère en exploitant. Et dedans, il faut savoir qu'il y a 4 traiteurs référencés. Voilà, un client qui vient dans mon lieu au Mas des Cannelles, on lui donne la liste des 5 traiteurs dont le gym. Voilà, et le client choisit. Et c'est très bien d'avoir le choix. Par contre, il est évident que tous les packages que l'on propose à l'intérieur reviennent chez Jim. Donc, c'est tous les packages que l'on peut proposer. Aujourd'hui, beaucoup de clients veulent des packages complets, du clé en main, voilà, et ça revient directement chez nous. Alors vous, il me semble qu'à Eurosite, on n'a pas trop le choix. Alors oui, mais c'est un avantage ou un avantage. C'est-à-dire que si je me mets dans ma partie à moi, qui est la partie cuisine, déjà, on a la chance de pouvoir connaître par cœur tous nos lieux. Donc, on a une brigade déterminée, une brigade qui connaît l'endroit et qui va savoir le gérer. Et puis ensuite, il va y avoir l'obligation pour le département gastronomique du groupe Eurosite d'être performant, puisque le client, si on n'a pas su le régaler, entre guillemets, par définition, c'est nos
nos petits amis de la location de la salle qui l'auront perdu parce qu'ils ne reviendront pas là. Alors, on a la chance aussi dans le groupe Eurosite d'avoir des jolies salles, hein, comme la salle Wagram, bien entendu, comme à Georges V, où on a un centre de congrès important. Les docks de Paris, alors ça c'est pour les gros volumes, et donc ça c'est autre chose. Mais dans ces salles prestigieuses, nous, côté gastronomie, on est obligé d'être très bon. Donc ça, voilà, pour nous, ça nous tient réveillés, c'est une bonne idée. Connaître les lieux par cœur, ben, c'est un avantage. Les brigades de cuisine, comme de maître d'hôtel, comme la cave et tout ce qui va être la structure. Et puis, c'est un avantage aussi pour le client parce qu'on met à disposition de nos clients l'ensemble des intervenants dans cette salle qui sont internes. La lumière, les services d'accueil et tout ça, c'est tout. On est en vase clos, entre guillemets, même si on fait appel à des prestataires extérieurs, c'est pratiquement des prestataires exclusifs. Et donc, on arrive, nous, en tant que salle, à pouvoir parler presque librement à notre client parce qu'on a tout géré et on est dépendant de personne. Donc ça, le client, ça peut le rassurer. Nous, en cuisine, on est obligé d'envoyer très fort parce que on n'a pas le droit. Si on trébuche, on trébuche pas que pour nous, on trébuche pour tous les petits copains qu'on envoie sur le carreau pour aller nous ramener des clients. Et quand ils nous les ramènent, on ne sait pas les régaler. Donc on a des responsabilités plus importantes dans ces lieux quand ils sont à nous et quand on les gère. Et puis ensuite, au niveau du modèle économique, c'est là où je suis le moins bon pour en parler. Mais je pense qu'on s'y retrouve par rapport à ce qu'on peut apporter aux clients. Et dans l'ensemble, je pense que la formule d'avoir ces lieux, c'est plutôt agréable. Par contre, il faut qu'on se batte beaucoup plus fort quand on veut aller à l'extérieur, parce que alors là, on est attendu. Alors mais justement, moi, j'ai un contrat avec Fauchon Réception. Donc en fait, tous les événements que j'organise, je veux que ça soit Fauchon. Et je suis tombé amoureux de la salle Wagram. Je fais comment ? Donc vous vous arrangez. Donc ça veut dire que je vais pas payer le juste prix, il va y avoir un cumul de marge. Non, parce que aujourd'hui, je crois que Eurosite, dont le directeur commercial est dans le coin d'ailleurs, reste assez ferme sur ses positions. Alors, la salle Wagram, c'est une très très belle salle. Alors effectivement, c'est un peu les limites, si vous voulez, du système. Je pense que c'est très bien d'avoir des lieux qui soient attribués à tel ou tel traiteur, tant qu'on conservera l'équilibre de lieux ouverts à plusieurs. Je pense qu'en fait, il faut effectivement qu'il y ait à la fois, pourquoi pas, des lieux qui soient gérés en propre, mais il faut aussi que sur Paris, on conserve des lieux sur lesquels il puisse y avoir une véritable mise en concurrence un peu frontale et un peu brutale, mais sur lesquels effectivement plusieurs traiteurs sont amenés à travailler. Parce que sinon, après, ça complexifie vraiment le paysage, et je ne suis pas sûr que, in fine, ce soit forcément l'avantage du client. Enfin, moi, j'ai plutôt l'impression que l'équilibre, il est rompu à Paris. Hein. Il n'est pas rompu, mais il faut être vigilant, effectivement. Il faut être vigilant. C'est vrai que des lieux comme la salle Wagram, avant, étaient ouverts à tout le monde. Aujourd'hui, ils sont fermés. C'est quand même des salles qui sont assez intéressantes. Mais bon, il y a d'autres lieux qui se créent. Bon, je pense pas que l'équilibre soit vraiment rompu sur Paris, mais effectivement, il faut être vigilant. Après, on est quand même une ville où l'événementiel est très ouvert. Je pense qu'on est une des capitales européennes et mondiales où il y a le plus d'événements qui se fait, où il y a les plus grands traiteurs en termes de volume et en termes d'organisation. Dans les pays anglo-saxons, on est beaucoup sur des hôtels. On a un véritable savoir-faire, et Paris, c'est aussi une grosse destination de congrès. Et aujourd'hui, les traiteurs savent aussi répondre aux attentes de cette clientèle internationale. Vous ne gérez pas de lieu si... Non, je ne dis pas que je n'aimerais pas, mais aujourd'hui, je n'ai pas eu l'opportunité. Voilà. Nous, on n'existe que depuis 2008. On avait d'autres priorités. Nos priorités, c'était d'exister. Fauchon Réception n'existe, entre parenthèses, que depuis 2008. Il existait auparavant, mais pas dans cette dimension. Donc on avait effectivement une priorité d'exister sur le marché, de se développer, de se positionner, chose qui est aujourd'hui faite. Là, on est en train de passer à une étape seconde, qui est effectivement l'acquisition d'un nouveau laboratoire. Et puis on regarde de plus en plus les lieux. Mais je pense l'activité traiteur, elle est
pluriel en fait. Il y a à la fois l'aspect travail, opération dans des lieux où on va être référencé, des lieux effectivement qui vont vous appartenir en propre, de l'international. Je pense que l'activité traiteur, c'est aussi ça. C'est un savoir-faire unique au niveau gastronomie, mais aussi une capacité à se développer commercialement sur plusieurs business models en fait. Tu veux réagir? Oui, je vais rebondir juste sur ce point-là. Aujourd'hui, il y a aussi la vision client qui est aussi importante de comprendre dans ce modèle-là. C'est que les espaces qui sont mis à disposition pour l'événementiel, vous avez le propriétaire du lieu, vous avez celui qui l'opère, et les intérêts, que ce soit du prestataire ou du propriétaire du lieu ou de l'organisateur, ne sont pas du tout les mêmes. D'un côté, certains préfèrent avoir un seul opérateur qu'ils connaissent, qui a été sélectionné pour X critères, et d'avoir entre guillemets une redevance ou un retour sur leur investissement, et d'avoir un seul nom entre guillemets à gérer. D'autres respectent cette concurrence ou la mise en concurrence, donc avoir une sélection, parce que ça permet de répondre à plus de clients potentiels également de ce côté-là. Donc ça, c'est déjà rien que du point de vue propriétaire et du gestionnaire de l'espace, une vision qui est partagée, qui ne répond pas 100% à la demande. Après, il y a les agences qui viennent aussi louer ces espaces-là, qui ont aussi d'autres engagements avec d'autres prestataires, donc c'est encore une troisième vague. Et puis naturellement, il y a la vision naturellement du traiteur. Et du côté du traiteur, on connaît les modèles économiques qui sont compliqués, en tout cas les périodes qui ont été franchies. On se doute qu'avoir un espace en propre, c'est aussi avoir un fonds de roulement, c'est aussi avoir une activité récurrente, etc. Donc on a cette divergence d'un côté et à la fois cette sécurité pour un métier qui devient de plus en plus technique, des demandes qui, quoi qu'on en dise, deviennent de plus en plus précises, comme tu l'as précisé sur le thème d'aujourd'hui. Donc tout ce mélange en fait qu'il n'y a pas de réponse unique qui tranche vraiment de dire c'est ça le modèle ou c'est l'autre. Et je crois qu'à un moment, comme l'a précisé Christophe, c'est-à-dire qu'à un moment, on regarde son business model aussi et on fait des choix stratégiques pour se différencier, comme le font d'autres maisons. Donc on est vraiment cette idée-là. Je suis d'accord, mais moi, client, ne pas avoir le choix dans un lieu, ne pas. Enfin, vous parliez d'équilibre tout à l'heure. J'ai l'impression que le lieu a pris le pas sur le traiteur. C'est-à-dire qu'on choisit le lieu et on subit la restauration que ce lieu aurait bien voulu. Voilà. On n'a plus le choix du traiteur. Alors, j'ai presque envie de répondre là, sur cette façon-là. J'ai envie de dire quand même qu'il reste le choix. Parce que nous, notre façon d'appréhender ce problème sur ce que tu nous dis là, ça a été de donner à chaque lieu sa gastronomie. Donc aujourd'hui, chaque lieu du groupe Eurosite, que ce soit Wagram, que ce soit Georges V, les Docks et tous les autres sites, ont leur restauration avec leur package. Il y a des packages qui ont été mis pour que ce soit plus facile, plus réactif pour le service commercial, plus compréhensible et plus réactif pour le client qui prend les informations. Et donc, chaque lieu a sa gastronomie. Et si toutefois, on s'aperçoit qu'il faut aller plus loin ou qu'il faut, ou que la gastronomie a encore un poste différent, pas plus important, j'aime pas le mot, mais au moins différent dans cet événement, alors à ce moment-là, on fait intervenir Nomade qui, avec sa vision différente, c'est-à-dire que Nomade, lui, va être plus ouvert sur les espaces extérieurs, donc Nomade et même si c'est l'axe de la gastronomie du groupe Eurosite, a quand même un département, a une marque qui va se promener ailleurs et qui vient dans les sites au moment où la gastronomie mise en place ne convient pas aux personnes. Donc je pense qu'entre cette façon de travailler-là, si toutefois un client avait envie de demander à Nomade de travailler avec un grand chef étoilé connu, on l'a déjà fait et refait, que ce soit avec Michel Roth ou bien d'autres, et ben ça nous fait plaisir parce que là encore ça nous amène à un poumon d'air qui nous fait voir autre chose. Donc je pense quand même qu'il y a des formules, il y a des possibilités qui font que si on ne va pas se bloquer sur le fait que la restauration soit J'entends bien Jean-Charles, mais je ne pourrais pas venir avec Potel ou avec Fauchon ou avec Jim. C'est difficile, c'est des copains, mais ça, écoutez la tirade, on fait le même métier, tout le monde s'aime. Non, je vais pas dire ça. Alors je dis pas peut-être pas ça dans les sphères qui nous dirigent, mais nous entre cuisiniers, sachez qu'on s'entend plus que bien, et certaines associations tous les métiers dont nous faisons partie peuvent le prouver pour des soirées nocturnes plus que bien animées. Il n'y a jamais eu de caméra, donc. Ok, écoutez, voilà. Moi, je voudrais revenir, et puis avant de passer aux questions, même s'il y en a certaines que je vois défiler, mais que je n'ai pas forcément le temps de traduire, et je m'en excuse.
sur le chef, sur la place du chef. Et j'aimerais entendre aussi les agences. Où sont les chefs de cuisine aujourd'hui chez les traiteurs? Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai été récemment, je ne vais pas le citer, mais vous allez peut-être le reconnaître et tant pis, invité à une très belle réception d'ailleurs, où un traiteur dévoilait sa nouvelle identité visuelle. Sur scène, les deux associés, le directeur financier, pas de chef. Où sont les chefs? Et les clients, pour étudier largement leur comportement d'achat, disent, j'ai jamais l'homme de l'art, je ne l'ai jamais en face de moi. J'ai des commerciaux plutôt bons, plutôt passionnés, ou plutôt pas bons et plutôt pas passionnés, ça c'est un autre débat. Mais où sont les chefs? Alors je veux bien qu'ils soient dans la cuisine, mais aujourd'hui, il y a quand même une starification alors, des chefs, qu'on le veuille ou non, c'est un constat, hein, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, il y a un constat, mais dans l'événementiel, on ne voit pas les chefs. On ne les voit pas. On connaît plus M. Renard que le chef de Fauchon Réception. Peut-être, mais aujourd'hui, en fait, en tout cas pour ce qui nous concerne, Jérôme Dutoit, c'est notre chef, qui a fait un parcours assez éclectique, qui a été le chef de chez Harrods, Selfridges, de traiteur à Paris et qui est avec nous maintenant depuis 2010 ou 2012, pardon, non 10. Et Jérôme, effectivement, c'est quelqu'un d'assez discret, mais il est aujourd'hui dans toutes les présentations. C'est-à-dire que dans chaque devis, en fait, on parle du chef, on parle de son parcours, on parle de sa culture produit, de sa passion pour la nourriture, pour la gastronomie, et on le met beaucoup en avant. Après, quand on va dans un grand restaurant, on est ravi de voir le chef parce que on vient aussi pour ça. Sur un événement, le chef aussi, on le retrouve en salle. Mais l'événement, c'est pas l'événement du chef, c'est l'événement du client. Et il y a aussi cette espèce un peu de retenue qu'on peut avoir à trop vouloir se mettre en avant. Et comme on disait, je veux dire, on crée un événement qui est à destination du client, à destination de ses invités. Généralement, il y a généralement un contexte commercial, marketing, de communication. Donc on n'est pas là pour faire notre propre com en fait. Donc on existe mais de manière discrète. C'est vrai que le chef, on en parle, c'est une référence. Quand il y a des tests, le chef il est là, il vient parler avec le client. Les clients, les clientes adorent effectivement échanger. Nous on a fait une cuisine ouverte pour nos tests et c'est un vrai plus parce que les clients voient les chefs travailler et ça, ils adorent. Donc, on les met en avant, c'est sûr. Après, il faut aussi se dire que la star de l'histoire, ça reste quand même le client, l'agence qui nous font confiance. Et c'est ça aussi, qui nous guide quand même pas mal. Et juste pour compléter, tout à fait raison, parce que moi j'ai la chance au sein de Nomade et du groupe Eurocite de pouvoir assister les commerciaux dans les devis, de pouvoir être sur les tests et être sur la soirée, sur l'événement. Eh bien, le client que j'ai le jour du test et le client que j'ai le jour de l'événement, c'est pas les mêmes personnes, hein. Autant ils étaient ouverts et envie de discuter de cuisine le jour du test, autant le jour de l'événement, ils ont un stress multiplié par 12 et c'est à peine s'ils vous reconnaissent. Donc oui, c'est vrai que quelque part, l'enjeu de la soirée, l'enjeu de l'événement, ça reste le client et son produit. Et nous, on passe un petit peu au deuxième plan. Je répète, hein, certaines fois, les clients, à peine ils vous reconnaissent. Ah oui, vous êtes là, chef, bonsoir, et c'est tout. Parce qu'ils ont 1000 trucs à régler. Donc, s'imposer pour s'imposer, je pense que c'est pas non plus le bienfait du métier. Et en plus, quand on parle de chef star, faut savoir à quel niveau on en parle. C'est-à-dire combien de millions de restaurants il y a en France et combien de chefs sont connus. Et voilà. Et après, vous remettez ça dans le milieu événementiel et traiteur, vous apercevrez que des gens dont on entend un peu parler dans le traiteur, à l'échelle, on n'est pas si loin de la restauration, parce que des grands chefs en France, oui, on en connaît une poignée, mais il y a combien de restaurants? Je vais vous raconter une anecdote. J'ai initié, il y a maintenant 2 ans, un référencement traiteur dans un grand lieu parisien. Il y avait, je crois, une dizaine de dossiers, j'ai plus le chiffre en tête, une dizaine de dossiers reçus de la part de traiteurs. Un seul
un seul avait un mot sur le chef. Un seul sur 10, il y a 2 ans. Moi, ça me pose question. Et d'ailleurs, en lisant les dossiers, je me suis dit, mais si je prends le logo de l'un et que je le mets sur le dossier de l'autre, et que voilà, je fais un mélange, ou alors que je cache les logos, et que je cache les identités visuelles, et qu'en lisant, je me dis, tiens, qui a bien pu faire cette réponse-là, mais je suis incapable. Donc voilà, c'est juste une remarque, c'est vrai, je ne vais pas mentir, enfin, peut-être même que le lieu en question est dans la salle et pourra le confirmer. Mais voilà, et Gérard, oui, ça me fait bouillir un petit peu ce que j'entends, là, mais vraiment pour appuyer leur dire à l'instant, il faut bien savoir que, vous avez parlé de star maintenant au milieu des chefs, un chef qui a un restaurant étoilé, aujourd'hui, il met son nom en haut. Si marque restaurant, on ne va pas rentrer dedans. S'il met son nom en haut, oui. Un traiteur, effectivement, on l'a dit et redit, on est au salon de l'événementiel, il n'y a que des prestataires ou des annonceurs ici. On sait bien que notre métier, nous, de prestataires, c'est de mettre le client en avant. Donc c'est pour ça que sur des réceptions de traiteurs, il y a toujours le nom qui est marqué en général en très petit, mais c'est le nom du client que l'on met en avant. C'est hors de question de faire appeler le chef à la fin pour le faire applaudir. C'est pas notre job, c'est pas notre place. Je comprends ce souci d'arriver à un moment de la discrétion, mais moi je parle en termes de communication, en termes de faire émerger votre marque pour vous positionner. Rien ne vaut un nom, une expérience, une histoire, une authenticité. Et pour moi, ces valeurs-là, elles sont représentées par votre chef. Or, encore une fois, dans les dossiers, moi j'en vois rarement. Alors, peut-être c'est pas marqué dans notre dossier, mais sachez que c'est extrêmement important d'avoir un chef. Chez les traiteurs de France, beaucoup de chefs d'entreprise sont le propre chef de sa boîte. On a la plus grosse manifestation chez nous, que la convention des traiteurs qu'on fait auparavant. La deuxième manifestation la plus importante chez nous, c'est la rencontre des chefs, puisqu'on a une brigade d'à peu près de 80 chefs cuisiniers et chefs pâtissiers qui se réunissent pendant 3 jours. Sous l'égide jusqu'à présent d'un chef cuisinier adhérent qui sort du CAS. Vous voyez, on a aussi du beau monde chez les traiteurs quand même. On a des meilleurs ouvriers de France à Montpellier. On a un champion de France du dessert comme adhérent à Perpignan. On a vraiment du beau monde. Donc les chefs, c'est vraiment très important chez nous parce que c'est l'essence même de notre métier, avant tout. Montrez-le, montrez-le. Avant, alors je vois le temps passer, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Bon, alors je vais les lire comme ça. Ça y est, je les ai perdus. En fait, il y avait une question sur la notion d'agence. Il y avait 2 niveaux. Donc, vous travaillez beaucoup tous pour des agences événementielles. Il y en a qui disent, est-ce que l'avenir du traiteur, et on va finir là-dessus, donc est-ce que l'avenir du quelque chose, c'est aussi pas avoir un positionnement un peu d'agence, de concept. Vous êtes déjà des concepteurs de réception, mais est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'assembler autour de la gastronomie des concepts qui peuvent vous faire considérer comme des agences aujourd'hui? Notre métier aujourd'hui, c'est traiteur, organisateur de réception. C'est l'essence même de notre métier. Donc, on est effectivement capable aujourd'hui de, pour un client, lui trouver un lieu, lui trouver un orchestre, lui trouver une animation, etc. On sait le faire. On ne souhaite pas le faire parce qu'il faut savoir qu'on va quand même en concurrence avec nos clients qui sont les agences, qui représentent chez nous entre 30 et 40% de leur chiffre d'affaires, et chacun ses compétences. Donc, effectivement, un client qui nous demande donnez-moi un avis sur un lieu, oui, on peut trouver le lieu. Ça va être du relationnel qu'on va faire pour lui, c'est tout. Mais organiser une vraie réception, c'est comme on va dire à l'agence, faites pas le boulot traiteur, c'est pas votre métier, chacun son métier. Mais donc on s'appuie sur les agences, on est complémentaires. Les gros traiteurs ne versent-ils pas de gros montants pour être référencés dans les lieux? N'est-ce pas là un frein à la profession en général? C'est toujours les mêmes qui sont référencés et cela empêche les plus petits de travailler, y compris avec leurs propres clients. C'est gênant comme question et pour une fois, c'est pas moi qui la pose. Alors je vais m'y coller, il n'y a pas de souci. Effectivement, c'est souvent les mêmes qui sont référencés sur des gros sites, mais c'est aussi parce que je pense qu'il y a aussi un souci de la part du propriétaire d'avoir des traiteurs qui soient capables de répondre aux appels d'offres importants. Ce qui est plus vrai quand on parle de sites de moyenne taille ou de petite taille. Dans ces derniers sites, les grands traiteurs sont très peu référencés parce qu'effectivement, on est plus sur une clientèle de proximité, un relationnel entre le lieu et un traiteur qui connaît ce lieu de taille plutôt moyenne et qui a l'habitude d'y travailler. Je pense que c'est aussi
un acte de responsabilité quand même de la part du propriétaire que de référencer des traiteurs qui soient capables d'opérer et de faire des opérations à la dimension du site. Je pense que voilà, il y a des lieux. Nous, on est référencés sur des sites importants. Je pense que tout le monde ne peut pas y être. Et peut-être que nous, quand on a commencé en 2008, on était incapables aussi de répondre positivement à des référencements sur des grands sites. Et on s'est construit et on a grandi. Et aujourd'hui, on est capable de le faire. Je pense qu'il y a aussi cette dimension-là qui existe. Alors après, effectivement, je trouve que je comprends que du point de vue client, du point de vue agence, ça puisse quelquefois être frustrant à partir du moment où on a des relations particulières, des liens commerciaux. Ça, c'est sûr que ce n'est pas simple. Juste si vous permettez, pour appuyer un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est important par rapport à la question qui a été posée. Pourquoi ce sont les grands traiteurs qui sont plus référencés? Il faut savoir qu'un grand ou un petit traiteur, déjà, ce n'est pas différent. C'est entre deux traiteurs concurrents, on paye la même commission ou la redevance. Voilà, uniquement. Donc, ce n'est pas un qui va payer plus que l'autre parce qu'il a plus de moyens. On paye tous la même chose. C'est des règles du jeu. Autre question, chef. Est-ce que vous voyez... Avez-vous remarqué une augmentation de la demande pour des menus spécifiques, végétariens, bio, kasher ou halal par exemple? Si oui, comment y répondez-vous? Alors ça, c'est sûr qu'en ce moment, il faut qu'on porte une attention particulière à tout ça. Alors sur Paris, effectivement, on hésite un petit peu à mettre du porc sur nos menus. Et encore, on en met, mais bon, on essaye de pas non plus le mettre trop présent. Ensuite, derrière, on a les végétariens qui sont en train de se faire rattraper. Il faut qu'ils fassent attention par les gens qui se disent allergiques au gluten. Le gluten est un peu à la mode. Alors, il faut faire attention aux effets de mode, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ne pas se jeter dedans. Il faut faire attention, et ça c'est ce que je demande en premier lieu à mes clients, entre ce qui va être une intolérance ou une allergie. Parce qu'une intolérance, c'est quelque chose qui, bon an, mal an, n'est pas foncièrement très grave. Une allergie, ça peut l'être et vraiment, voilà. Alors nous conseillons très fort, surtout sur les repas assis, on oblige pratiquement nos clients à prendre un pourcentage en menu végétarien qu'on essaye de jumeler avec le sans gluten, parce qu'on sait que le jour de l'opération, même si le client ne l'a pas répertorié, on en aura. Donc ça, il suffit aujourd'hui d'avoir des menus spécifiques et de les imposer à hauteur de 8-10% et on sera dans les clous. Et puis à nous, chefs de cuisine, quand on crée notre carte, quand on crée nos menus, pas oublier tous ces gens qui peuvent être et qui sont de plus en plus représentés, de plus en plus d'allergies. Et donc, c'est à nous de savoir ça. Et notre service hygiène et traçabilité doit être capable aujourd'hui de mettre sur les devis et donc sur la carte les allergènes potentiellement présents sur les menus ou du moins dans les préparations, parce que il faut avoir un maximum d'informations pour le client, et donc on est tenu, nous, la cuisine, le laboratoire, j'aime pas tellement le mot, je préfère la cuisine, nous la cuisine, nous sommes obligés de dire attention, il y aura peut-être des traces de ça ou ça ou ça. Donc voilà, il y a plusieurs allergènes. Après, quand on rentre, et nous, c'est ce qu'on aime bien faire, c'est aller au bout du bout. C'est-à-dire que, par exemple, sur les régimes sans gluten, faut savoir qu'il y a 3 gluten différents. Donc on aime faire la différence et vraiment avoir des réponses les plus appropriées. Oui, nous sommes aujourd'hui obligés de penser à ces gens-là et donc, dans nos créations, d'y tenir compte. Toujours pas de questions? Alors, un dernier tour de table, et ça va me permettre de me reprendre une question qui t'était adressée, Michael, mais que je vais prolonger à nos autres intervenants. Comment imaginez-vous le métier de traiteur dans 5 ans? Et vous avez chacun 1 minute. Michael. Oui. Le métier de traiteur dans 5 ans. Bonne question. Je pense que le traiteur va vraiment devoir se challenger sur des aspects proximité du consommateur, c'est-à-dire du client qui est vraiment encore plus près. Tu l'as annoncé, l'allergie. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 15% les événements français. On arrive à des événements internationaux à plus de 20%. C'est-à-dire faire quasiment du sur-mesure auprès du consommateur, auprès du client final ou de l'invité, voire de l'invitant.
Et je pense que c'est ça la démarche. Aujourd'hui, ça passera par, au-delà de la qualité de la prestation alimentaire, ça passera par un vrai grand relationnel quotidien avec l'individu qui vient consommer la prestation. Je pense que c'est ça l'avenir du traiteur aujourd'hui qui fera s'approcher. Proximité, proximité et proximité. Par la salle. Gérard. Je vais surtout reprendre par également du service auprès de nos clients, de l'écoute et de l'attention, c'est très important. Et tout simplement, si on regarde, vous dites dans 5 ans, si on regarde il y a 5 ans en arrière, on était très fiers des petits canapés, des recettes que l'on faisait, de l'art de la table, des animations que l'on faisait il y a 5 ans. Pourtant, aujourd'hui, ce qu'on fait, on est nettement au-dessus aujourd'hui. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer à créer, à innover pour dans 5 ans être encore meilleur que ce qu'on fait aujourd'hui, toujours en écoutant nos clients, en étant, comme on l'a dit tout à l'heure, prestataire de service, donc bien écouter notre client. Christophe. Je le vois diversifié. Aujourd'hui, sans quitter les bases de l'excellence qui sont effectivement l'essence de notre métier, la qualité, la traçabilité, le service. Le métier de traiteur aujourd'hui, il est à la croisée de deux chemins. Il est à la croisée de l'événementiel et de la restauration. On a ces deux savoir-faire essentiels dans nos entreprises et je pense qu'ils doivent nous amener effectivement à réfléchir sur de nouveaux modes de développement. Je pense qu'effectivement la réception c'est très bien, c'est quelque chose qui est fondamental et c'est l'essence même de notre métier, mais il faut se dire qu'avec la palette de nos possibilités, avec le savoir-faire de nos équipes, avec effectivement des marchés qui sont changeants, je pense qu'il faut chercher d'autres voies qui sont peut-être aujourd'hui, qui existent pour certaines aujourd'hui, qui existeront demain. Et je pense qu'il faut aussi qu'on réinvente ce métier du traiteur, à la fois sur l'excellence, le savoir-faire, la réception, et puis regarder ailleurs, regarder aussi à l'international, parce qu'on s'aperçoit qu'à l'international, les traiteurs, ils ne sont pas mono-métiers. Et c'est ça qui est aussi, à mon avis, très intéressant. Jean-Charles. La cuisine pour la cuisine. Donc, moi, je pense que je reviens sur cette phrase, connaître son passé, le comprendre, s'en inspirer, devenir un créateur. Donc, il va falloir que nous, en cuisine, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, on garde nos racines, on garde nos connaissances, qu'on sache faire la cuisine de tradition pour pouvoir se tourner vers l'événement. Et ce n'est qu'en connaissant notre passé qu'on pourra ravir l'événementiel de demain. Je pense aussi, et c'est toujours ce que je donne comme conseil à nos commerciaux, bien entendu de choyer son client, mais surtout de penser à ses clients. Il y a un client qui vient vous demander un dossier et ce client a invité 800, 1000, 500, 3 ou 6 personnes. Et c'est ces 6 personnes qui seront les clients de demain si on a su les ravir. Donc le cuisinier doit être en cuisine et doit travailler, retravailler, retravailler sur ses bases. Et dans 5 ans, il sera toujours là. Celui qui ne fait pas ça, dans 5 ans, je ne sais pas où il sera. Merci. Messieurs, je vous remercie beaucoup. J'espère que voilà, ça vous a rassuré sur l'avenir du traiteur traditionnel. Voilà, merci beaucoup. Merci de vos interventions. Je suis ravi de voir des entrepreneurs et des cuisiniers dynamiques, et c'est très bien. Cet après-midi, à 14h, ça y est, j'ai un doute sur le thème. Ah oui, on va parler luxe et on va parler les nouveaux codes événementiels du luxe avec 4 intervenants. Fort sympathique également. À tout à l'heure, 14h.